Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, on a la joie et l'honneur de recevoir avec nous Jean-Marc Jacobson, qui est l'un des cofondateurs de Realty, qui font de la tokenisation immobilière. Et on a la chance de l'avoir aujourd'hui avec nous pour célébrer leurs 5 ans. C'est pas rien, 5 ans. On sait que dans toutes les boîtes Web3, 5 ans, c'est beaucoup. C'est un cycle même qu'ils ont passé, surpassé, et ils se sont accrochés. Ils sont encore là. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de tout ça. Jean-Marc, comment est-ce que ça va? Bonjour, d'abord merci beaucoup d'être là. Bonjour à tout le monde. Ça va super bien. On est très content d'être ici, de pouvoir parler de Realty, de pouvoir parler de notre parcours qui nous a mené jusqu'à la création de Realty et de Realty des premiers jours jusqu'à aujourd'hui, 5 ans après. 5 ans Bravo, après. happy birthday. Ah ouais, un petit Merci. concert. On n'aura pas ramené le gâteau, mais on aurait presque pu. Et ouais, qu'est-ce que ça fait du coup d'être là 5 ans après une idée, enfin 5 ans après la consécration d'une idée qui est peut-être même encore plus ancienne que ça. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? C'est beaucoup d'émotions entre fierté quand même d'avoir ouvert toute une industrie, satisfaction d'avoir mené à bien un projet qui semblait simple, mais qui s'est avéré d'une complexité remarquable. Je pense que de toutes les sociétés que j'ai pu créer avec mon frère, c'est la plus complexe. Et également de voir que l'histoire, en 5 ans, nous a donné raison. Parce que quand on a démarré en 2019 et qu'on disait que le futur de l'immobilier est tokenisé, les intervenants de l'immobilier traditionnel nous regardaient les yeux en spirale et les autres ne comprenaient même pas ce que je disais. Depuis que Larry Fink de BlackRock ne cesse de parler de tokenisation à chaque intervention qu'il puisse faire, ou que Jamie Dimon de Davos a dit que le futur de l'immobilier est tokenisé, il a quand même dit de Davos, évidemment, ça fait plaisir de voir cette validation que l'on a aujourd'hui et que donc on s'est positionné comme il le fallait et qu'on a travaillé dur pour mener à bien cette notion et la rendre plus mature aujourd'hui. Ouais, ouais, parce que j'imagine que déjà pour avoir l'idée, et c'est ce qu'on va regarder là ensemble justement, c'est que vous avez plutôt un background du coup dans l'immobilier. Comment est-ce que vous en êtes arrivé justement à ce croisement de la technologie, de la blockchain et l'immobilier? On est super curieux d'en savoir un peu plus sur voilà, comment est-ce que vous en êtes arrivé à l'idée de Realty? Ouais, effectivement, on vient du monde immobilier, mon frère et moi. Nous sommes canadiens, donc nous avons démarré l'immobilier à Montréal dans les années 90. Immobilier résidentiel. Alors, il faut se remettre un peu dans le contexte parce que ça a également formé toute notre philosophie d'investissement dans l'immobilier. Le contexte de Montréal ou du Québec dans les années 90, c'était l'incertitude politique. Le Québec, à l'époque, devait faire cessation de la fédération. Il y avait tout ce référendum qui disait que le Québec voulait se séparer. On voulait être indépendant. Et ça a créé un vent de panique. Et ce vent de panique a fait en sorte que toutes les grosses sociétés anglophones qui avaient leurs quartiers généraux à Montréal, qui avaient beaucoup d'employés à Montréal et au Québec, sont partis pour s'installer en Ontario, Toronto ou d'autres villes, mais ils ont quitté en masse. Et ça a été un exode. C'était absolument incroyable. Ce qui fait que cette incertitude politique a créé une chute de l'immobilier. En plus, les taux d'intérêt à l'époque n'étaient pas si gentils que ça. C'était dans les années 90, donc ils étaient quand même assez élevés. Eh bien, l'immobilier a énormément souffert. Et nous, on est rentré à ce moment-là. On est rentré lorsque tout le monde vendait, lorsque tout le monde partait, lorsque tout le monde disait, bon, le Québec, ça va être la catastrophe. Eh bien, la réalité, c'est que nous, on s'est dit, bon, on est quand même à 1 heure de Toronto, on est à 1 heure de Boston, on est à 1 heure de New York. Ça reste quand même une vraie métropole, Montréal, avec beaucoup d'histoire. Bon, rien à comparer avec l'Europe, bien sûr, mais avec quand même de l'histoire, avec de bonnes infrastructures, avec du modernisme, beaucoup de créativité. Ça va nulle part. C'est évident que c'est une phase. Donc, on a commencé à acheter
Et c'était facile, puisque tout le monde vendait. Pendant quelques années, il n'y avait pas une grue à Montréal. Il faut se remettre dans le contexte. Pas une grue dans une ville, c'est énorme. Pendant plus d'1 an, moi, j'avais pas vu une seule grue. Donc, les gens vendaient. On a réussi même à prendre un immeuble de 78 unités dans ce qu'on appelle le ghetto de McGill. Donc, c'est près du centre-ville de McGill, de Montréal. C'est dans le quartier universitaire de l'université de McGill. Donc, 78 unités, on l'a repris pour $1. Simplement, on a repris une hypothèque infernale qu'il a fallu restructurer, qu'il a fallu gérer, qu'il a fallu travailler. C'est vrai que c'était difficile, mais quand même, 78 unités, $1. On a pu faire des opérations rapides et assez faciles parce qu'on était les seuls acheteurs. Et ça a formé notre façon de faire de l'immobilier à travers toute notre carrière immobilière. De un immeuble, on est passé à 2, on en a fait 5 en 1 an, puis 12 l'année d'après. Et évidemment, les banques ont récupéré beaucoup d'hypothèques existantes, mais sinon, les banques pouvaient suivre parce que de toute façon, il n'y avait pas tant de gens qui achetaient que ça. Pas dans le coin, en tout cas, où on était. Alors, on était nouveau dans l'immobilier quand on a fait ça. Mais on a acheté, et c'est ça qu'il faut retenir de cette petite histoire, on a acheté au plus bas du marché. Et donc, on était peut-être nouveau. Peut-être on allait faire toutes les erreurs du livre, la gestion immobilière, et on l'a fait. Au tout début, les premières années, on a fait plein d'erreurs. On a rénové trop agressivement, trop tôt, trop rapidement, etc. Alors qu'il fallait savoir le mesurer pour pouvoir avoir plus d'augmentation régulière. Parce que à Montréal, les augmentations sont capées. Ce qui fait que vous pouvez faire $1 million de rénovation, vous n'allez pas les récupérer, c'est pas vrai, parce que vous ne pouvez pas augmenter au-dessus d'un certain pourcentage. C'est pareil dans beaucoup de villes maintenant, mais en tout cas, ce n'était pas le cas dans l'Amérique du Nord. Et à Montréal, c'était comme ça. Donc, il fallait savoir faire tant de rénovations par an pour pouvoir optimiser son rapport entre l'investissement et le retour. Bon, mais au début, on a voulu rénover, on a voulu faire bien les choses, donc on a fait des erreurs, mais le marché nous a porté. On a investi au plus bas ou parmi le plus bas dans cette courbe. Et au fur et à mesure qu'on grandissait notre parc, le marché reprenait et ça nous a porté. On a grandi, alors Montréal, puis le Québec, puis le Canada, l'Amérique du Nord en général, les USA, jusqu'à ce qu'on se retrouve avec 18 000 unités à gérer un peu partout, avec plusieurs équipes. On faisait nous-mêmes notre gestion des propriétés, ce qui fait qu'on mettait la main à la pâte 24 heures sur 24 et pendant plus d'une décennie, presque, oui, bien plus même, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a bossé. On avait le nez dans le travail, on a à peine levé la tête, il fallait négocier avec la banque, il fallait rénover les propriétés, faire le travail immobilier, rajouter de la valeur, changer les ascenseurs, les balcons, augmenter les loyers, aller se plaindre ou se bagarrer à la régie du logement, et quand le locataire refuse l'augmentation, essayer de négocier les taxes, beaucoup de travail aussi dans ça, les assurances, etc. Et on a appris, et on a fait, on a grandi, on a optimisé. Les rénovations étant, je pense, l'aspect le plus critique et le plus important de la gestion immobilière, même si c'est un tout. Et à un moment, après plus de 10 ans, oui, beaucoup d'hypothèques avaient été remboursées de beaucoup. Et on a reçu un coup de fil de notre banquier qui disait, bon, mais il est temps peut-être de refinancer. Et c'est à ce moment-là, et ça paraît peut-être bizarre à dire, mais c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que mon frère et moi, on avait construit quelque chose d'important quand même. C'était là, wow, c'est vrai qu'on peut refinancer pour autant. Mais pendant 10 ans, tout ce qu'on faisait, c'était vraiment un travail acharné. On était jeunes, hein. Moi, j'avais même pas la barbe encore. Et après, je l'ai eu pendant des années bien noires. Là, maintenant, vous la voyez. Donc, c'était assez gratifiant de pouvoir dire, on a un certain niveau, on a quand même atteint une belle somme, on a un beau parc immobilier. Puis finalement, pendant le refinancement avec la banque, on a été approché pour racheter des gros morceaux de notre parc immobilier, puis d'autres, et puis après, on les a vendus morceau par morceau. Et on s'est retrouvé en ayant vendu vraiment 98% de notre parc immobilier, 90% on va dire,
du parc immobilier qu'on avait créé depuis les années 90. Et là, on est en 2006-2007, sachant qu'on avait démarré en 92. Donc, ça vous donne un peu l'idée du temps qu'on a passé à construire cette foncière. Et c'était réellement une foncière, mais déjà, on avait isolé chaque propriété. On avait une décentralisation, si j'ose utiliser ce terme, un peu avancée à l'époque. Mais tout ceci pour dire que quand la crise de 2008 est venue, bon, certains peuvent dire, bravo, vous avez vendu au bon moment. Alors, c'est vrai, pour le portefeuille immobilier américain, c'est vrai qu'on avait vendu juste l'année d'avant, c'était parfait. Il n'y a pas de regret parce que on a bien vendu, on était content. Par contre, le parc immobilier canadien, lui, a pris une envolée spectaculaire après 2008. Le monde s'est écroulé en 2008. Le monde s'est écroulé. Le monde immobilier s'est écroulé avec la crise, sauf le Canada. Alors, pour l'anecdote, pendant des années, parce que je parlais à mon banquier tous les jours, évidemment, qui lui râlait sur le régulateur canadien en disant le gouvernement et le régulateur ne nous laissent pas faire ce que nos confrères aux États-Unis font, c'est l'enfer, ils nous empêchent de travailler, on ne peut pas être compétitif, on ne peut pas être le leverage de la même façon. 2008 arrive. Oui, nous les Canadiens, nous sommes beaucoup plus. Bon, n'empêche qu'il n'y a pas eu de souci au Canada. Au contraire, l'immobilier canadien s'est envolé. Et il y a un petit film YouTube qui montre cette valorisation qui est assez incroyable. Mais il n'y a pas de regret, on a bien vendu. Et j'aimerais donner cette anecdote à ce moment-là. J'avais une personne que je considère un peu comme un mentor qui avait fait une grande fortune. Et je lui avais demandé un jour si j'avais quelque chose à apprendre de son expérience, c'était quoi? Et il m'a dit simplement, n'aie pas peur de vendre trop tôt. Juste, ne vends jamais trop tard. Trop tard. Et peut-être qu'on a vendu l'immobilier canadien trop tôt, mais en tout cas, on ne l'a pas vendu trop tard et c'était bien, on a fait une belle vente. Donc, on s'est retrouvés toujours dans l'immobilier, mon frère et moi, mais on ne créait plus une foncière, on ne créait plus. C'était au lance-pierre. On faisait une opération. C'était ce qu'on appelle en Europe souvent le marchand de biens, fixer-uppers. On achète une propriété, on la rénove, on rajoute un peu de valeur et on la revend. On essayait toujours dans notre façon d'identifier ou de sourcer des biens, de trouver des endroits défavorisés ou qui ne sont pas à la mode. On a eu cette expérience avec Montréal où on a acheté quand tout le monde fuyait et ça nous a suivi toute notre vie. Aux États-Unis, on a eu un quartier qu'on a affectionné particulièrement qui était le quartier de Wynwood à Miami. La raison pour laquelle nous avons choisi Wynwood, c'est parce que c'était le quartier des hangars. C'est là où il y avait les entrepôts. Les hangars, c'était un endroit où il y avait aussi les halfway house, c'est là où il y a des traitements pour les drogués. Donc, beaucoup de violence. Mon frère n'y allait pas après 5 heures du soir. Point. C'était trop dangereux. Il n'y avait que des gros hangars, les entrepôts. C'était à quelques minutes du Design District. Et pourtant, c'était un quartier dangereux. Et on s'est dit, c'est quand même ridicule dans une ville comme Miami qui explose, qui se rénove, avoir un quartier comme ça en plein centre, en plein truc qui est aussi dévalorisé, ça ne peut pas durer. Et on avait vu que Goldman Properties, donc ceux qui ont créé Soho à New York, qui ont développé Soho, ce sont des bâtisseurs de quartiers entiers, avaient commencé à investir à Wynwood. Et nous, on s'est dit, bon, tout ce qu'on va faire, c'est ramasser les billettes, on va suivre. Mais bon, on avait fait cette identification déjà, mais vu qu'il y avait Goldman qui avait acheté déjà plusieurs entrepôts, on s'est dit, bon, c'est le moment. Et on y a été. Effectivement, le marché à nouveau nous a porté. Et c'est ça que l'on recherche dans notre philosophie immobilière. Trouver des endroits qui sont défavorisés, qui paraissent pas bien, que les gens ne veulent pas nécessairement. Pourquoi? Parce que c'est facile à acheter. Parce que les prix sont bas. Et parce qu'après tout, ce qu'il faut, c'est travailler pour ajouter de la valeur et bien sûr essayer de bien choisir aussi pour que effectivement il y ait un potentiel de renouveau économique et renouveau immobilier. Donc on s'est concentré un peu à Wynwood, mais c'était vraiment des opérations une à une. Et on a fait ça jusqu'en 2011. Et en 2011, nous étions donc en Floride, mon frère et moi, à Miami.
Et un jour, on avait un nouveau projet, on est des entrepreneurs, donc on avait un projet qui était de rendre l'or liquide sur Internet. L'or, c'est pas liquide, l'or était, dans les années 2011, l'or était très à la mode. On s'est dit, pourquoi ne pas utiliser la technologie Internet pour pouvoir faire en sorte que tout le monde achète, mais vraiment de l'or, pas de l'or papier. Ils achètent un certificat d'or, mais l'or est dans un entrepôt, il y a la caméra, il y a leur fraction de lingots, etc. Et en faisant des recherches, on s'est rendu compte qu'en fait, il y en a beaucoup qui avaient essayé avant nous et que ça avait mal tourné pour eux. Plein de problèmes régulatoires, plein de problèmes réglementaires, des difficultés à tous les niveaux. Et l'un de ces témoignages qu'on a vu pendant nos recherches, quand on a un projet, on fait des recherches, elle dit simplement, je laisse la place à toutes ces monnaies digitales émergentes, notamment le Bitcoin. Qu'est-ce que le Bitcoin? Voilà. C'était fin 2011. Oui, c'était fin 2011, novembre 2011. Et on a… Ah oui, très tôt, très tôt. Et au début, j'ai eu la même réaction que tout le monde. Rémi, donc c'est mon frère, il devait être là, mais il est en voyage en ce moment. Rémi, c'est un scam, c'est sûr. Ça profite à quelqu'un, c'est pas possible. J'ai quand même downloadé le white paper de Satoshi. Et en le lisant, il est assez court. C'est une lecture. Si on fait abstraction des formules mathématiques, c'est une lecture facile. Il a amené des réponses élégantes à tous les doutes et les questions que l'on peut avoir. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer? On a downloadé donc le programme gratuit pour miner sur notre laptop. Bon, ça n'a pas très bien marché. Sur le laptop, ça n'a pas marché du tout même. Mais on a acheté une carte graphique sur newegg.com qu'on a fait venir, on l'a installée, puis on a commencé à miner. Et une carte graphique, on a miné des bitcoins, on a revendu les bitcoins. À l'époque, c'était sur Mt. Gox, donc tout le monde sait ce qui s'est passé avec. On a reçu donc l'argent, on a acheté 4 cartes graphiques, puis 32, puis des milliers. Et au bout d'un moment, on avait 7 data centers complets, remplis de cartes graphiques qui minaient des bitcoins aux États-Unis. Et avant d'avoir ces 7 data centers, on est passé par toutes les phases d'aventure de l'électricité qui saute du local où on avait commencé. Heureusement que l'électricité était à la charge du propriétaire. On a fait fondre les tubes en PVC parce qu'il faisait trop chaud dans le local. Enfin, on a eu toutes ces aventures-là. C'était remarquable. Et on a découvert Bitcoin à ce moment-là. Et on s'est pris de passion pour, comme vous l'avez pu le comprendre. On a fait tout le cycle des cartes graphiques jusqu'au FPGA, puis au premier ASICs, puis aux ASICs un peu plus performants. Donc, la puce devient de plus en plus petite. Et on a créé la première ambassade Bitcoin au monde, à Montréal, ce qui était un des immeubles qu'on avait sur le boulevard Saint-Laurent, tout petit immeuble de 3 étages que l'on a dédié à la communauté Bitcoin. À l'époque, blockchain, Bitcoin, c'était un peu la même chose. Quand on parlait blockchain, on parlait Bitcoin et vice-versa. Donc, la première ambassade Bitcoin est née à Montréal. Et dès 2013, ça c'est en 2013, mais dès cette époque, nous parlions déjà de comment faire pour rendre l'immobilier sur blockchain, comment mettre de l'immobilier sur blockchain. Parce que très rapidement, tout le monde s'est rendu compte, le Bitcoin, c'est génial. C'est génial. Et puis, la mission d'origine du Bitcoin était vraiment disruptive. Mais ce qui était de plus intéressant, c'est la technologie derrière, qui est la blockchain. Et tout le monde s'est rendu compte que la monnaie, donc le Bitcoin, n'est qu'une application de cette blockchain, et c'est pas celle qui est la plus intéressante ou la plus challenging. Donc, comment faire pour amener de l'immobilier dessus? En fait, c'est pas simple. D'abord parce que même si la blockchain est programmable, c'est vrai, la blockchain Bitcoin est un enfer à programmer. Et ça, il y a très peu de gens qui le savent, mais elle n'est pas programmable facilement. Il n'y a pas de scripting language. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de Turing Complete Language. On ne peut pas faire de boucle, on ne peut pas faire de trucs, etc. C'est très difficile. Et donc, la technologie n'était pas mûre pour pouvoir développer quoi que ce soit. Est survenu quelques années après Ethereum. Ethereum a tout changé. Ethereum, d'un coup, il y a un langage pour programmer une blockchain.
C'est ça, les smart contracts, etc. Mais c'est ça la révolution qu'a amené Ethereum à la blockchain, à la technologie de la blockchain. Et d'un coup, la technologie permettait de faire des tokens ou des contrats qui représentaient de l'immobilier. Donc la technologie vers 2016 était prête. 2016, oui, ouais, 2016, c'est ça, on pouvait commencer à imaginer la chose. Mais le juridique ne suivait pas. C'est bien beau de dire, moi j'ai mon token, j'ai créé un jeton, ça représente de l'immobilier. Il est au nom de qui l'immobilier? Il appartient à qui et juridiquement ça vaut quoi? Et si jamais il y a un juge qui dit bah moi je suis désolé, je sais pas ce que c'est qu'un token, c'est sur le registre c'est telle personne, bah voilà, l'investisseur, le token holder n'a rien. Donc juridiquement, c'était pas possible de faire le lien entre les deux. La tokenisation de les tokens, on va dire Ethereum surtout, prend beaucoup d'ampleur, ça grandit. Et un jour, aux États-Unis, il y a eu un précédent, que je ne retrouve plus d'ailleurs, mais il y a eu un précédent qui est d'un juge qui a reconnu que les parts d'une LLC, donc une LLC c'est comme une SARL en Europe, donc une SARL et une LLC c'est le même, et donc il n'y a pas d'action, mais il y a des parts sociales. Donc des parts sociales de la LLC qui avaient été représentées par un jeton sur Ethereum, donc un token, avec son token il avait vraiment des parts sociales de cette LLC. Donc, tous les contrats étaient valables, donc tous les machins étaient ceci, et donc il devait avoir sa quote-part des profits que la LLC avait fait, comme s'il était partenaire. Eh bien, ce juge a créé un précédent. La tokenisation de société était donc devenue possible, juridiquement, légalement. C'est en novembre 2018 que nous, on a eu vent de cette décision par nos avocats. Qui nous a appelé, ah, Jean-Marc, Rémi, vous cherchiez des trucs, ça peut peut-être vous intéresser à tout hasard. Sachez qu'un juge a reconnu qu'un token était vraiment un truc. C'était novembre 2018. En février 2019, Realty était incorporé. Puisque tout ce qu'il savait et tout ce qu'il fallait faire, c'était prendre une propriété, la mettre dans une LLC, tokeniser la LLC pour être propriétaire de l'immobilier par l'entremise d'une société, évidemment, mais propriétaire quand même d'un bien unique. C'était la naissance de Realty. Donc, de 2013 à 2019, il y a eu tout ce travail où il a fallu attendre que la technologie évolue et que le juridique après évolue. 2019, donc, on crée Realty dans le but de tokeniser de l'immobilier et vendre des biens immobiliers. Nous étions convaincus, on le disait haut et fort, que c'était le futur de tous les investissements. Et là, on a eu beaucoup de pushback. Beaucoup de gens de l'immobilier qui disaient ouais, ton truc, c'est bien sympa, mais tout le monde sait que ça ne s'achète pas comme ça l'immobilier, que ça ne se négocie pas comme ça, et que ça ne s'applique pas, ce genre d'acquisition, à l'immobilier, aux transactions immobilières et au cycle immobilier. Donc, tu vas nécessairement à la catastrophe. D'autres disaient, pourquoi est-ce que les gens de la crypto, ceux à qui tu t'adresses, et dans ma tête, ce n'était pas le cas. Hein. Comprenez bien, Realty ne devait pas s'adresser au marché crypto. C'est de l'investissement immobilier. Mais dans la perception de beaucoup, puisque c'est sur blockchain, c'est nécessairement crypto, pourquoi est-ce que les gens de la crypto seraient intéressés par l'immobilier quand ils font du 300%, du 2000% sur les cryptos par an? Pourquoi est-ce qu'ils vont aller acheter un bien immobilier sur lequel ils auront peut-être du 9, 10, 11%, 12% à tout casser et probablement dans les grandes villes du 5, 3 à 6%, on va dire. Pourquoi? Donc, qui est ton marché? A priori, ce sont des questions légitimes. Les gens de l'immobilier traditionnel n'en veulent pas. Les gens de la crypto ne sont pas intéressés. Où va-t-on? Quand on a un produit, il faut pouvoir le vendre. C'est sûr. C'est quoi la direction? Et voilà, c'est quoi la direction? Eh bien, c'est là où on s'est dit ce qu'il faut, c'est éduquer. Il faut éduquer, il faut montrer l'avantage qu'a un token. Et c'était quoi l'avantage de proposer une part d'un bien immobilier? Bien, c'était de pouvoir faire bénéficier tout le monde de notre expérience dans l'immobilier. L'immobilier a toujours été bon pour nous. On a un dicton qui dit si on s'occupe de son immobilier s'occupera de nous. Point. Et
on a voulu vraiment pouvoir faire partager les jeunes et les moins jeunes, tout le monde, démocratiser l'investissement immobilier, pouvoir faire en sorte que tout le monde rentre dedans. Et en immobilier, puisque c'est un revenu régulier qui grandit avec le temps et la valeur se prend lentement, plus on est jeune dedans, le mieux c'est. Mais le problème, c'est que les jeunes n'ont pas accès. Parce qu'ils sont jeunes par définition et les barrières à l'entrée dans l'immobilier sont élevées et complexes. Donc, avec la tokenisation, on pouvait écraser ces barrières à l'entrée. Donc, on pouvait vraiment démocratiser l'investissement immobilier, ce qu'on a fait à partir de 2019. Alors, moi, j'ai été dans mes universités, j'étais à l'université américaine, donc, aux États-Unis. Donc, j'ai été voir mon ancienne université, j'ai fait ma présentation, j'ai pas eu un seul token holder de là-bas, pas un. Il m'a dit pour 50 $, je préfère faire la fête. D'accord, ok, oui, je vous assure. On est jeune, quand on est jeune, on est jeune. Alors là, j'ai été jeune, quelque part, je me suis dit, bon, ok, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais je peux comprendre quand même. Et surprenamment, ceux qui ont le plus écouté, c'est ceux qui avaient 25 ans et plus. Et surtout ceux qui avaient 30 ans, qui ont compris vraiment que c'était le moment de construire son portefeuille immobilier, qu'à partir de 50 $, pourquoi pas? Et surtout, quel est le risque? Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description, vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Et c'était ça qui a fait en sorte qu'on a pu avoir une première clientèle. Quel est le risque? 50 $, bon. Et en plus, on leur disait, si jamais vous n'êtes pas content, on vous rachète le token, point. Donc, autant essayer. C'était petit la première année, 2019, on n'a fait que 2 ou 3 propriétés. Et les choses allaient tranquillement, on a essayé la technologie, on l'a développée, on essayait de voir comment ça se passait. On comprenait effectivement qu'il y avait cet aspect technologique, le wallet, qui faisait en sorte que un monsieur lambda ou madame Michou, comme on dit, ne pourrait pas investir. Pourquoi? Parce que même s'ils sont intéressés, dès qu'il y a cette barrière technologique qui est le wallet, eh bien, ça casse tout. Alors, est-ce qu'on s'arrête de travailler pour autant? La réponse est non, évidemment. Prenez l'exemple du email. Moi, dans les années 90, je me souviens, pour envoyer un message pour qui était l'ancêtre du email, il fallait taper SMTP, nom de l'envoyeur, nom du récipient, faire tout un machin. Il fallait savoir où aller déjà pour taper ces codes. C'était pas évident. Il y avait même pas de browser à l'époque. Donc, aujourd'hui, tout le monde envoie des emails sans même le savoir. Personne ne sait quel protocole on utilise, SMTP, IMAP, peu importe. C'est complètement oblitéré par l'interface utilisateur. La même chose va arriver et est en train d'arriver avec la blockchain. Exactement la même chose. Ce qu'il faut, c'est prendre position. Donc, il fallait continuer en se disant la technologie va évoluer. S'il le faut, on va aider à faire évoluer la technologie, mais la technologie deviendra très facile à utiliser. C'est le pari que l'on fait. Et donc, on a continué et on s'est dit, très bien, puisqu'on a ce côté plus techno, allons dedans complètement et on va embrasser l'aspect de finance décentralisée à 100%. Et on s'est mis dans le DEX, le premier DEX, c'est le plus gros DEX qu'il y avait à l'époque, c'est une Uniswap. Donc, en novembre 2019, on était les premiers security tokens dans un DEX. Alors, qu'est-ce qu'un security token? Nous, dès le jour 1, nous avons dit très bien, nous sommes des parts d'une société qui détient un bien immobilier, donc nous sommes par nécessité une valeur mobilière. On ne va pas essayer de dire qu'on est un utility token, on ne va pas essayer de dire qu'on est un service, on ne va pas dire que ça a la couleur de l'alcool, ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Non, on est une valeur mobilière, c'est clair, et on va prendre sur nos épaules tout le carcan juridique et réglementaire qui s'impose à une valeur mobilière. C'est un enfer. Et en fait, c'est un enfer qui nous a suivis pendant longtemps, qui aujourd'hui est un défi,
qui nous suit encore aujourd'hui. Mais on va rentrer dedans un peu plus tard. Donc, on a parlé avec le fondateur d'Uniswap pendant à peu près, ça a été assez rapide, en moins d'un mois, on avait pu amener sur notre token toutes les spécificités qu'il faut mettre pour qu'un security token puisse avoir les paramètres pour rester légalement juridique, mais dans un DEX quand même. Donc, on a créé le whitelisting, on a créé les choses comme ça, etc., pour que ça puisse aller sur un DEX. Et en novembre 2019, les premiers real tokens étaient sur Uniswap. Et là, à ce moment, la cryptosphère, comme on aime utiliser ce mot, la cryptosphère s'est rendu compte de tout ce qu'on pouvait faire et potentiellement faire dans le futur. D'un coup, ça a fait un déclic chez beaucoup de gens et Realty a eu une croissance géométrique. Alors, elle n'était pas exponentielle, elle était géométrique. Les chiffres, vous savez, géométrique, c'est ça, exponentielle, c'est difficile à intégrer une croissance exponentielle. Mais on avait une très belle croissance qui venait principalement de la cryptosphère, c'est-à-dire des gens technologiquement habiles, des geeks, comme on dit, principalement masculins, et qui s'intéressaient plus par l'aspect technologique immobilier, mais qui se rendaient compte aussi que c'est quand même sympa, quand on a fait un bon profit dans les cryptos, de pouvoir mettre son argent dans un endroit plus calme. Une maison qu'on peut identifier, une petite maison sympa qui ressemble un peu à la maison de Hansel et Gretel, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, etc. C'est cool, ne serait-ce qu'un temps. Puis finalement, les loyers tombent. Alors, il fallait aussi faire en sorte que les revenus soient rapides et réguliers. Pourquoi? Pour montrer aux gens que ça marche. Donc, on reçoit, nous, les loyers tous les mois, hein, c'est certain. Mais il fallait trouver une façon de ne pas attendre le mois à chaque fois. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est on reçoit une propriété, on reçoit donc le loyer, mais un mois après, on commence à distribuer les loyers, mais on le fait toutes les semaines. Alors, au début, on a essayé tous les jours, mais après, il y a eu d'autres défis parce qu'on était sur Ethereum au début. Et pour ceux qui nous suivent, je pense que beaucoup d'entre eux se souviennent qu'au début, quand nous, on a démarré, les transactions sur Ethereum n'étaient même pas une considération. C'était du genre, bon, whatever, c'est même pas un ajustement après la virgule. Et d'un coup, 1 an et demi après, bon, les frais d'Ethereum, c'était, surtout quand on distribue les loyers tous les jours, c'était plus que la valeur de la maison. Donc, c'était un peu ridicule, quoi. C'était, bon, il faut trouver un autre moyen. Donc, on a dû on a dû rajouter une blockchain, on est devenu multi-chain. Enfin, il y a eu des défis technologiques et des défis réglementaires. Donc, en faisant cet exercice, on a commencé à démontrer la puissance d'un token. Et on s'est dit, c'est sur ça qu'il faut miser. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à mettre une technologie, une couche technologique supplémentaire pour un investissement fractionnalisé? Parce qu'aujourd'hui, on comprend bien que le premier argument qui était la démocratisation de l'investissement immobilier, ce premier argument s'appelle la fragmentalisation et il y en a qui en font sans passer par la technologie de blockchain. Alors pourquoi s'alourdir de cette technologie? Mais parce que cette technologie amène beaucoup de choses en échange. Elle amène beaucoup d'avantages. On parle de fragments, donc d'accessibilité, c'est vrai. On parle aussi de liquidité, la possibilité d'acheter et de vendre ce token sur un marché au début primaire, puis un marché secondaire. C'est très important. On parle aussi de pouvoir utiliser, bénéficier de protocoles qui sont en plein développement et en plein essor dans la finance décentralisée, dans l'espace blockchain. Je vais donner un exemple. Il y a cette plateforme qui existe aujourd'hui, qui est immense, qui s'appelle Aave, qui permet de collatéraliser des cryptos. C'est-à-dire qu'on a un Bitcoin, on peut le déposer, on emprunte contre, et puis avec cet argent, on peut acheter d'autres choses, on fait ce qu'on veut, on peut acheter d'autres Bitcoins, enfin, on a un effet de levier. Eh bien, on a parlé avec l'équipe de Aave, on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois cette fois-ci, et on a créé le RMM qui permet de collatéraliser un real token. C'est fait pour les real tokens, mais c'est la plateforme, c'est le code source de Aave. Donc, on utilise le protocole d'Aave, qui est un protocole open source sur la défi. On peut prendre son real token. La maison, elle, on imagine que la propriété n'est pas hypothéquée, mais le token, on l'amène,
on le dépose sur le RMM, on le nantit, on emprunte des stablecoins contre, et avec, on peut s'acheter un café si on veut, mais le but, c'est d'acheter d'autres tokens. Et avec ces autres tokens, on les prend, on les remet sur le RMM, on emprunte à nouveau pour en racheter. Et on fait une boucle comme ça. En quelques clics, il n'y a pas de dossier à soumettre à son banquier. Il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'approbation ou pas des systèmes. C'est juste clic, clic, clic et c'est fait. Et le risque de défaut ou quoi que ce soit est porté sur le token, mais pas sur le bien sous-jacent, pas sur la propriété. Donc, les risques de 2008 ou de machin, ils ne sont pas là. C'est vraiment personnalisé et individualisé. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et d'un coup, on utilise un protocole DeFi à l'immobilier. On utilise un outil qui ne pouvait pas exister avant la blockchain sur de l'immobilier grâce au real token et grâce au protocole. Je vais vous donner un autre exemple. Avec des protocoles intelligents, on peut simplement obtenir une assurance sur le revenu locatif. Alors oui, les assurances, ça existe, mais la différence, c'est que comme AAV, j'ai donné ce nom, donc ce protocole, c'est une plateforme de lending décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un groupe derrière qui prête l'argent. C'est tous les utilisateurs, il y a des prêteurs, il y a des emprunteurs, et on peut être à la fois prêteur et emprunteur. Eh bien, là aussi, dans les assurances, on peut être assureur et assuré, ou les deux, ou l'un ou l'autre. Donc, on a créé un POC, un Proof of Concept, qui montre que il est possible, par exemple, si on a une rentabilité, on va dire, pour prendre un chiffre simple, de 10%, on sacrifie un point de rentabilité, mais tant qu'on a sacrifié ce point de rentabilité pour aller payer une prime d'assurance, on est sûr d'avoir notre revenu locatif sur la période couverte. Ça peut être un mois, ça peut être une semaine, ça dépend de la prime. Donc, on a fait le proof of concept chez Realty, ça fonctionne parfaitement bien. Il y a des edge cases, des cas un peu compliqués, mais on a là, on attend en fait d'avoir des agréments parce que après, on rentre quand même dans des industries réglementées, lourdes, et on ne peut pas opérer aussi simplement dans cet espace. Donc, le POC a fonctionné. Là, on est en attente de pouvoir le relancer comme il faut. Mais je dis tout ça pour montrer quoi? C'est qu'on a donc l'accessibilité, on a la liquidité, on a les outils du monde de la finance décentralisée qui apparaissent, qui rendent le token, qui potentialisent le token, qui le rendent puissant. D'un coup, notre token n'est pas que une part d'une société et puis on attend. Non, on peut en faire des choses. On peut l'anéantir, on peut la vendre, on peut l'utiliser, on peut l'assurer, on peut faire plein de trucs avec. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Il y a des nouveaux concepts qui apparaissent tous les jours. Là, pour l'instant, on reproduit beaucoup de choses qui existent, mais en concept décentralisé. Déjà, ça ouvre une nouvelle dimension. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchaient qu'à leverager leurs tokens, qui d'un coup, aujourd'hui, sont à la fois emprunteurs et prêteurs. Donc, ils profitent de l'un ou de l'autre selon l'état du marché. Donc, il y a ces protocoles qui potentialisent le token. Ensuite, il y a l'internationalisation. Aujourd'hui, Realty, après 5 ans, est présente dans 154 pays. Nous avons des token holders dans 154 pays. Sur 160, c'est pas mal. Il y en a plus que 160, mais non, c'est pas ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont blacklistés. Il y en a beaucoup qui sont sur la liste noire avec laquelle on n'a pas le droit de travailler. On est une société américaine, n'oublions pas. Donc, il faut imaginer ça. Et nous avons des token holders dans 154 pays. Imaginez ça avec une société qui fait de l'immobilier traditionnel normal. Expliquez-moi comment. C'est le token, justement, qui permet cette internationalisation. Il y a des gens à Bombay qui peuvent acheter un token qui représente de l'immobilier aux États-Unis, légalement et juridiquement avec contrat. C'est le token. Il y a des gens maintenant en Angleterre qui pourront qui peuvent acheter de l'immobilier en Amérique latine. Tout ça, c'est grâce à Realty. Et ça ne fait que commencer. On est au début de cette aventure. Le but, c'est quoi? C'est de justement donner une nouvelle dimension à cet aspect de l'internationalisation. Alors oui, il y avait des SCPI, oui, il y a des REITs aux États-Unis, oui, il y a des fonds immobiliers cotés. Il n'y a aucune internationalisation, il n'y a aucune potentialisation de la part
sur des outils DeFi qui aujourd'hui, pour certains, sont compliqués à utiliser. J'en conviens. Demain, ça ne sera plus le cas. Déjà aujourd'hui, chez Realty, nous annonçons l'abstract account. C'est quoi? C'est une nouvelle technologie. Alors, vous dites, mais Jean-Marc, tu viens juste de dire que la technologie, c'est compliqué. Non, c'est une nouvelle technologie qui cache le wallet, qui rend le wallet presque invisible. Et ça a été développé par Ethereum, justement. Ça a été développé l'année dernière, en mars dernier. Et on a travaillé presque sans relâche depuis que ça a été lancé pour pouvoir aujourd'hui faire en sorte que vous pouvez avoir votre wallet, créer votre wallet simplement avec votre adresse de réseau social, que ce soit Facebook, que ce soit Gmail, que ce soit peu importe, votre adresse email et vous avez votre wallet. Vous n'avez même pas à vous en occuper et vous êtes custodian, vous êtes dépositaire de vos biens. Vous les gérez, il n'y a pas une tierce personne. Et ça s'appelle l'abstract account parce que ça fait abstraction du compte. Abstract account. Et Realty va être l'une des premières sociétés à l'appliquer au niveau de la DeFi et de la tokenisation. Donc ça, nous l'annonçons maintenant et c'est pour de façon imminente ou immédiate. Donc, on en profite. Donc, tout cela pour dire que la technologie, bientôt, va être prête et pourra rendre des services qui avant étaient inimaginables. Alors, quel est le frein? Parce qu'on se dit, d'accord, si c'est là, ça y est, tout le monde doit se lancer dedans. Le frein est exclusivement réglementaire et financier. Financier parce que ça coûte beaucoup d'argent. Tout ceci, c'est des entreprises quand même qui sont complexes. On a grandi avec. Pourquoi est-ce que c'est complexe? Parce qu'après tout, tokeniser l'immobilier. Parce que dans tokenisant l'immobilier, on est 3 industries dans une seule société. On a l'industrie de l'immobilier. Mine de rien, il y a de l'immobilier à gérer. Mine de rien, on a beau avoir des associés, des machins, des partenaires, des gestionnaires de propriété, tout ce que vous voulez. Il faut faire le sourcing, il faut faire le management, il faut faire le reporting, il faut s'assurer que tout coule de source. Donc, c'est un métier en soi. Ensuite, on fait de la technologie, cutting edge technologie, même bleeding edge. Il y a toujours des nouveautés qu'il faut suivre, toujours des développements, toujours des tests à faire, toujours des risques dans la technologie. Nous, il nous est arrivé plusieurs fois de passer des mois à développer quelque chose. Et une fois qu'on est prêt, il y a un nouveau protocole qui sort et qui est mieux que ce qu'on a fait. Donc, les mois investis en temps et en argent dedans, ça passe à la casse. Je vais vous donner l'exemple. J'ai parlé d'abstract account. Nous, on avait développé ce qu'on avait appelé le walletless. Et on avait commencé à l'implémenter. Le walletless, c'était beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et en fin de ligne, c'était moins puissant et moins facile à utiliser que l'abstract account. Voilà. Donc, le walletless, on commence à le phase out et le mettre de côté entièrement et complètement en faveur du abstract account. Donc, ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres. Donc, il y a l'industrie de la technologie blockchain qui, en soi, est une industrie, c'est une spécialité. Et finalement, celle qu'on n'avait pas vraiment anticipée au tout début de Realty, c'est l'industrie des valeurs mobilières, la finance traditionnelle. Et ça a été une leçon rude et une leçon qui n'est pas si scalable que ça. Pourquoi? Parce que c'est une leçon qui implique, qui est locale et qui est juridique. Chaque pays a sa propre approche aux valeurs mobilières, sa façon de protéger son marché, des règles qu'il faut suivre, des agréments qu'il faut ou pas obtenir selon le volume, selon le nombre d'investisseurs, selon les approches. Et heureusement, il y a des zones qui sont harmonisées, comme l'Europe. En 2019, l'Europe n'était pas si harmonisée que ça. Aujourd'hui, elle l'est déjà beaucoup, beaucoup plus. Donc, en faisant un exercice dans un pays européen, on couvre, by and large, presque toute l'Europe. Les États-Unis sont harmonisés à travers les États et encore, il y a des filing blue sky, enfin, ça devient compliqué. Mais il y a des pays, après, c'est morceau par morceau. L'Amérique latine, par exemple, n'est pas du tout harmonisée. Chaque pays est bien différent. Chaque pays a ses propres règles. Il y en a qui ne reconnaissent même pas le token. Si c'est sur un token, tout est libre, on s'en fout. Il y en a d'autres, au contraire, ça ne change rien. Donc, cet aspect-là, ce n'est pas parce qu'on a fait le travail une fois qu'on va pouvoir le faire dans tous les pays. Donc, les émissions de tokens, si par exemple on veut faire de l'immobilier en Angleterre,
il faut s'assurer que la réglementation anglaise du UK est bien respectée et consacrée dans le token lui-même, dans le smart contract du token, et que l'activité de vente de ce token, de distribution de ce token, respecte les lois du pays d'émission. Tout comme quand on vend dans un pays, même si c'est un token étranger, il y a des lois qui protègent le pays. Il faut s'assurer de respecter les règles de sollicitation, les règles de distribution, de machin. Ça devient d'une complexité immense et d'un coût financier, parce que c'est un coût juridique là qu'il faut payer à chaque fois pour s'assurer, important. Alors, tous ceux qui ont voulu dire au début, oui, mais nous, on a un utility token, vous vous souvenez, j'en avais parlé, donc ça ne s'applique pas à nous. C'est bien mignon, mais nous, on avait décidé dès le premier jour de dire on va travailler avec le régulateur ou les régulateurs. Au début, c'était le régulateur. On n'avait pas anticipé vraiment qu'il fallait parler à tous, mais c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça que je dis maintenant aujourd'hui que Realty, en fait, ou la tokenisation immobilière, c'est réellement 3 industries en une. Finance, donc les valeurs mobilières, la technologie et l'immobilier. Et c'est là aujourd'hui on se rend compte du potentiel immense, mais aussi des difficultés que l'on a. Parce que la tokenisation, au début, c'est l'internationalisation, je l'ai dit. L'internationalisation, ça implique du juridique. À 154 pays, c'est une obligation juridique dans 154 pays, quasiment. Alors, non, parce que regardez l'Europe, c'est combien de pays l'Europe? Déjà, c'est plein de pays, mais c'est une régulation. C'est une régulation harmonisée. Donc déjà, tous les pays d'Europe, c'est une régulation qui est harmonisée et plus ou moins vraiment quand c'est un investissement étranger. Après, bon, il y a peut-être des petites différences, mais elles ne sont pas si importantes que ça. Donc déjà, ça permet de ça. Ensuite, il y a d'autres pays. Bon, il y a du travail, mais il y a du travail que si on dépasse un certain montant, nombre d'investisseurs ou montant en dollars, ça dépend des pays. Ce qui fait qu'en fait, il y a des pays où on est présent, mais on n'a pas une grosse footprint, on n'a pas pénétré beaucoup, on a quelques token holders, ça permet de rajouter un plus 1 au pays, mais ça ne suffit pas pour qu'on ait à faire tout un exercice juridique. Il y en a où c'est simplement plus de un token holder, plus d'un investisseur, il faut parler au régulateur. Il y en a, c'est minimum de 150, il y en a, c'est un minimum de 1000, il y en a, on ne vous embête pas tant qu'il n'y a pas tant de millions de dollars d'investis. Après, il faut jongler, il faut parler. Donc, en fait, il y a des pays dans lesquels on est présent, mais qui nécessitent très, très, très peu de travail. Il y a des pays, il y a beaucoup de pays où on aimerait être présent de façon beaucoup plus prononcée et surtout de pouvoir faire des émissions de ce pays, c'est-à-dire pouvoir faire des tokens représentant de l'immobilier de ce pays. Par exemple, en Angleterre, Londres a subi, enfin, nous, on pense que très bientôt, ça va être un bon moment d'acheter en Angleterre. On aimerait pouvoir émettre des tokens représentant de l'immobilier anglais. C'est du travail. C'est du travail. Ce n'est pas évident. Là, c'est tout un processus. Pareil pour l'Europe. Token en Europe, ça fait longtemps que nous en parlons à Realty. Il y a 2 aspects. Il y a déjà vendre des tokens américains dans un pays d'Europe ou en Europe, mais ensuite, il y a pouvoir faire des émissions de tokens d'immobilier européens pour le vendre aux Européens et à l'étranger. C'est 2 exercices différents. Et le deuxième, on travaille dessus depuis longtemps. On en parle chez Realty depuis presque 1 an et demi, 2 ans, pour vous dire, et on en a encore pour 1 an de travail. Alors oui, on peut tokeniser aujourd'hui en Europe, hein. En France, en Belgique, on peut tokeniser. C'est facile. Mais qu'est-ce qu'on fait de son token? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait de son token? C'est-à-dire, on a le token qui représente soit une part de société, soit une obligation. Souvent, en Europe, on a choisi la route obligataire parce qu'il y a les droits de mutation ou les droits d'enregistrement. Je veux dire, excusez-moi, les droits d'enregistrement quand on vend et achète ou vend une part de société, etc. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tant qu'on a un token, on ne peut pas avoir accès à un marché secondaire. C'est interdit. C'est pas reconnu. Ouais, le marché secondaire n'est pas encore assez développé et même la régulation est compliquée. Et du coup, la régulation l'interdit. On ne sait pas quoi en faire, quoi. La régulation l'interdit. Ce n'est pas qu'elle n'est pas développée, c'est qu'elle interdit. Il n'y a pas de marché secondaire permis sur des tokens représentant des titres financiers. Pour cela, il faut faire demander. Alors,
Je vais vous expliquer en fait, parce qu'on travaille dessus. Alors, tout ce qui est les DIP, les DLT, etc., c'est bien intégré. Il y a un effort européen mené par l'ESMA qui dit simplement très bien, la technologie blockchain, on la reconnaît, elle est géniale. On va faire les choses, on ne veut pas tuer l'innovation, mais on va faire les choses intelligemment. Donc, on va créer d'abord un régime pilote. Donc, ce n'est pas vraiment un bac à sable, mais c'est une expérience sur 3 ans, renouvelable 3 ans. Ceux qui veulent participer à la tokenisation d'actifs et donc surtout avoir accès à un marché secondaire de blockchain, eh ben, doivent soumettre cette application de régime pilote. Et c'est projet par projet que ce sera étudié et vous aurez des exemptions que l'on vous donnera pour chaque projet au fur et à mesure de vos besoins, ce pendant 3 ans, renouvelable 3 ans. Voilà l'approche européenne. Seulement, voilà, par projet. Ce n'est pas un agrément que l'on obtient, comprenez-moi bien. Ce n'est pas du genre très bien, c'est une licence que vous avez ou un agrément, vous pouvez maintenant faire ceci ou cela. Non. Vous devez avoir certains agréments, certes, oui. Déjà, ça c'est given, ça c'est un prérequis. Mais si vous voulez avoir accès à un marché secondaire sur la blockchain, dans ce cas-là, il faut faire partie du régime pilote. Et à l'origine, le régime pilote avait été dessiné pour les institutionnels. Donc, c'est quand même des demandes d'exemption lourdes, compliquées. On parle de bouquins. Pardon? Cher aussi. C'est cher. Ah oui, le juridique est un investissement sans fin et qui n'est pas scalable. C'est-à-dire qu'il se répète dans chaque zone juridique. Il se répète pour le refaire de zéro à chaque fois. Et en plus de ça, il évolue. C'est-à-dire qu'on a fait le travail. Ça serait trop facile. Et ce serait trop facile. Mais en plus, on a fait le travail, on est bien, oui, vous êtes bien pendant 1 an. Après, il y a des nouveaux machins, il y a des nouveaux trucs. Ah non, ça va, quoi. C'est bon, j'ai montré pas de blanche, non? Bah non. Donc, mais en Europe, donc, il y a ce régime pilote. Et en fait, je trouve que c'est une bonne initiative. Parce que même si c'est très difficile et si c'est très coûteux, au moins, ça ne tue pas la blockchain et ça permet vraiment d'en voir les avantages et d'en voir qu'est-ce qu'on retient ou pas. Et moi, je pense, comme j'ai cru que la technologie allait évoluer pour devenir de plus en plus facile et de plus en plus simple d'utilisation, ce qui est le cas, je pense vraiment que l'utilisation de la blockchain est une évidence pour la finance. D'abord parce que c'est une transparence incroyable, une sécurité immédiate, un settlement. Un settlement, c'est une compensation instantanée. On n'a pas besoin maintenant d'attendre une forme de compensation, de recevoir son titre 2 jours après ou 1 jour après ou le lendemain. Non, c'est fait sur blockchain. Et si jamais c'est bien, on a les bons outils, ça va directement de la blockchain au programme comptable. Ce n'est pas encore tout à fait au point, ça, il faut le savoir. Il y a des sociétés qui se spécialisent dessus. Il y a encore un peu de travail à faire, mais ça permet d'aller beaucoup plus vite avec une transparence parfaite. À tout moment, on sait qui a quoi. Il n'y a pas de rapprochement à faire, il n'y a pas de réconciliation. Tout est là. Et c'est sécurisé. C'est quand même, dans le monde de la finance traditionnelle, c'est une grosse étape. Grosse étape. C'est sûr. Donc, je pense que l'Europe va voir l'avantage immense de la blockchain et va émettre des règlements et des lois dans ce sens. Alors, on a vu l'année dernière, en 2023, des scandales après scandale après scandale dans toutes les sociétés qui étaient des sociétés centralisées, il faut dire ce qui est, mais qui faisaient des cryptos, etc. Et ça a été une hécatombe, une série de dominos qui tombaient. C'était assez honteux pour l'industrie de la crypto, il faut le dire. Et je pense que ça a créé une certaine crainte chez beaucoup de régulateurs en disant « c'est quoi ce bordel ?» Excusez-moi de le dire aussi crûment, mais c'est quoi ce truc-là? C'est qui ces gens-là? En fait, c'est des jeunes, ils croient tout permis, ils sont anarchistes ou ils sont libertariens ou ils pensent que c'est tellement innovant leur truc qu'ils n'ont pas besoin de s'appliquer aux règles, qu'on a mis des centaines d'années à bâtir. Et si elles existent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des abus dans le passé déjà. Donc, elles existent pour une raison. Alors, peut-être que par la suite, les raisons ont été perverties et puis après ceux au pouvoir ont voulu faire ceci ou cela. C'est un débat dans lequel je ne veux pas rentrer. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de dire que s'il y a des règlements, des lois, il faut les respecter. Surtout, elles sont là pour des raisons. Eh bien, beaucoup de ces jeunes entrepreneurs ne pensaient pas que ça s'appliquait à eux. C'est faux.
Point. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, une des volontés du régulateur, c'est de dire on a déjà des acteurs dans la finance traditionnelle qui respectent bien les lois, qui respectent bien, qui comprennent l'importance du compliance, du reporting, etc. Eh ben, eux pourront profiter et bénéficier de la technologie et en faire profiter les investisseurs. Le petit entrepreneur qui vient et qui se dit moi j'ai tout nouveau et rien ne s'applique à moi, on n'en veut pas. Je le comprends, mais ça fait mal. Donc en 5 ans de Realty, qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui? On se dit, on a vu les abus qu'il y a eu par des petits entrepreneurs. On sait que l'initiative blockchain est venue d'entrepreneurs, justement, c'est ce qui a permis de le nourrir, de le développer. Chez Realty, on a démontré, on a démarré avec une petite propriété à 60 000 $. Hein. C'était le premier truc. Donc, on ne parle pas de niveau institutionnel du tout, on parle vraiment de l'entrepreneuriat pur et dur. On a amené beaucoup de nouveautés. On a montré que c'était possible. On a montré qu'il y avait des avantages. On a montré qu'il y avait des avantages qui n'existaient pas avant. Et de dire aujourd'hui simplement, bah, ça va être que pour ceux qui sont déjà des mastodons, c'est du genre, bon, ok, mais l'argument se tient aussi. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de dire très bien, il y a des associations à faire, il y a des partenariats à faire. Il y a peut-être qu'il y en a qui ont atteint une certaine taille pour avoir certains départements et montrer patte blanche comme il faut. Mais l'évolution, je pense, de la tokenisation aujourd'hui va vers ça. Parce qu'il y a eu parce que bon, il y a des lois qui existent et il y a eu des abus. Voilà ce que je pense. Maintenant, il y aura, je pense, toujours aussi une certaine zone de flexibilité pour l'entrepreneur. Et il y aura aussi des domaines dans lesquels la tokenisation, parce que là, on a parlé de tokenisation immobilière. Bien sûr. Realty a démarré les tokenisations immobilières. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on connaît. Hein, parce que Rémi et moi, on vient de l'immobilier. Donc, qu'est-ce qu'on tokenise? On tokenise ce qu'on connaît. Je ne vais pas m'inventer dans quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Sinon, je ne peux pas amener l'avantage de mon expérience. Donc, mais Real Token, ce sont des Real Tokens, des tokens d'actifs du monde réel. Le but, c'est de trouver les bons partenariats et associés pour pouvoir tokeniser n'importe quel sous-jacent. D'ailleurs, au bout de 5 ans, on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte que l'expérience propriétaire, elle n'est pas pour tout le monde. Je m'explique. On se dit, bon, ben moi, je veux de l'immobilier, je veux pouvoir profiter de l'expérience. Avec le temps, ça prend de la valeur. J'investis même 50 $. Ben, les pourcentages restent le même. Que ce soit 50 $ ou 5 millions de $, l'augmentation et la rentabilité, c'est la même en pourcentage. Donc, je grandis avec le temps. Et en plus, Realty permet de composer les revenus, ce qui n'existe pas dans l'immobilier, il faut le dire. L'immobilier, on reçoit son loyer, voilà, merci. Chez Realty, le token, on peut le réinvestir automatiquement dans un autre token d'une autre propriété qui, elle aussi, ramène de l'argent, ramène aussi des loyers. Donc, on compose les revenus. Ça aussi, c'est quelque chose qui était impossible avant. Donc, on est dans cette logique, et d'un coup, il n'y a plus de locataires. Il n'y a plus de subventions, il n'y a plus de locataires, il n'y a plus de machin, zéro. On était habitué à une certaine rentabilité, tout allait bien. Qu'est-ce qui se passe? Le locataire, on a envoyé une lettre pour augmenter le loyer. Il n'a pas voulu, il s'est cassé. Il faut investir, il faut rénover le logement, il faut le repeindre, il faut le truc. Ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois. OK, on n'est pas content, mais on comprend. Ça prend 6 mois, ça peut arriver quand on a des milliers d'unités, ça peut arriver. Ça prend 6 mois, ça prend plus. On est vacant. Que se passe-t-il? Il y aura toujours un pourcentage plus challenging, plus difficile qui sera toujours en train de tourner. Et ben, d'un coup, l'investisseur se dit « c'est pas ce que je voulais quand j'ai investi ». Alors, on comprend bien ça chez Realty, mais on s'est dit aussi, d'accord, dans ce cas-là, il faut, comme dans la finance, il y a plusieurs types d'outils. Il y a les obligations, il y a l'équité, il y a equity, donc, eh bien, il nous faut aussi diversifier le type de token que l'on propose. Justement, parce qu'il y a différents types d'investisseurs. Et ils découvrent en fait leur profil. Et c'est ça qu'on a compris nous aussi, c'est que l'investisseur lui-même découvre son profil en investissant. Pas en lisant, pas en se disant c'est ce que j'aimerais avoir. C'est en le vivant
qui découvre son propre profil. Avec son expérience, son risque, Exactement. son stress, en se disant oh là là, mais ça me stresse C'est trop, par rapport à sa exactement ça. compréhension aussi. Et d'un coup, il comprend ce que ça veut dire d'être propriétaire. Voilà. Oui, ce n'est pas une sinécure. Il y a du boulot, il y a des zones creuses, il y a des moments où c'est. Alors, des fois, il y a des réévaluations. Et là, on se dit waouh. Alors, parce que quand le marché est haussier, on se dit waouh, qu'est-ce que j'ai bien fait, le marché a bien augmenté, mon token a pris de la valeur. Il y a aussi une contrepartie à ça. Hein. Ça peut aller dans l'autre sens. On l'a vu en 2008. Bon, ça dure un temps. Si on est là solide, on tient bon. Et après, ça repart de plus belle. Mais il faut pouvoir avoir ce goût dans ce genre d'investissement. Pour certains, ce qu'ils veulent, c'est le yield. Ils ne regardent que ça. Et ils aiment savoir que à la fin de chaque mois, ça va tomber. Dans ce cas-là, une approche plus traditionnelle d'une obligation est plus appropriée. Il y en a, je vais vous dire, qu'ils s'en foutent complètement du yield. Ils sont là, moi, vos 10% par an, je suis désolé, vos 8% par an, je m'en tape. Point. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la valorisation, le gain. Dans ce cas-là, pour eux, c'est pas une foncière qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est vraiment le métier de marchand de biens. Ce qu'il faut, c'est vraiment acheter des ruines ou des propriétés plus ou moins en mauvais état, les rénover, rajouter de la valeur, les stabiliser, bien les louer et les revendre. Et ça dure un certain temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, et c'est tout. Point. Et là, il n'y a pas de revenus. Par contre, il y a un exit qui est agréable. Donc ça aussi, c'est un type de token que l'on doit, c'est un type d'investisseur que l'on doit servir. Donc on doit émettre, on doit créer des tokens qui représentent ce genre d'investissement. Et d'investisseurs. Et d'investisseurs, absolument. Donc chez Realty, nous avons démarré avec un type de token et maintenant, nous sommes en train de déployer une gamme de tokens qui permet de servir différents types d'investisseurs, justement. Ok, bravo. Voilà. Et donc, tout ça en 5 ans. Tout ça, c'est en 5 ans, absolument. En 5 ans. En 5 ans, nous sommes partis d'une petite ville, enfin d'une petite ville, non, nous sommes partis d'une ville Détroit, et nous l'avons choisi Détroit après beaucoup de travail. Pourquoi? Pour les mêmes raisons qu'on a fait de Montréal, pour les mêmes raisons que nous avons fait Wynwood, pour les mêmes raisons qu'à l'époque on avait été au Colorado, c'est parce que Détroit était la seule ville des États-Unis qui avait fait faillite. Il faut s'en souvenir, ça allait mal. Par contre, c'était déjà sur la reconstruction. Ça remontait déjà. Il y avait déjà un grand investisseur, Gilbert, qui avait commencé à investir des milliards à Détroit. Donc, comme on avait vu avec Goldman qui allait à Wynwood, là, il y avait Gilbert qui allait. On s'est dit, bon, on va y aller aussi. Et on y a été en 2016 et on a commencé à travailler. On s'est fait une belle expérience. On a vu ce qu'on préférait à Détroit. Nous, ça a été l'immobilier subventionné, la classe C, les sections 8, etc. Et en 2019, c'est ce qu'on a proposé à nos clients. C'est quelque chose qu'on maîtrisait bien et il était surtout temps de le faire. Et on a vu avec les valorisations qu'en fait, c'était effectivement… ça met du temps à l'immobilier. C'est vrai que quand ça met faillite à un moment, ça ne va pas revenir en 1 an. Ça met un cycle, ça met 10 ans. Donc, c'est pas la même volatilité que les cryptos, ça c'est sûr. C'est certain. Mais d'un autre côté, comme les cycles sont plus lents, ça nous permet de réagir. Et ça nous donne le temps de voir venir. Et comme on est tokenisé, quelque part, on a les reins assez solides et on peut survivre sans conséquences dramatiques les périodes creuses. Et il y en a toujours dans tout investissement. Donc, les périodes creuses, on peut les survivre facilement. Et de temps en temps, c'est ce qu'on appelle avoir les reins solides. Dans notre cas, c'est simplement ne pas être antifragile. Et ça nous permet de passer à travers ces moments sans douleur aucune, sans perte. Pas de rentabilité pendant cette période, mais au moins, après, ça repart et ça revient. Et ça remonte. Donc, en 5 ans, on est passé de Détroit, on a été à Cleveland, qui n'est pas très loin, puis on a fait Toledo, puis ensuite on a été dans l'État de New York, on est retourné en Floride, on a commencé à faire des investissements dans des resorts de luxe, on a commencé, etc. Et on s'est développé, on a diversifié l'immobilier, et nous allons maintenant dans d'autres pays, en Amérique latine notamment, que l'on va grandir. On cherche à faire l'Angleterre et l'Europe. Donc, l'Amérique latine, on est dedans. Il y en a beaucoup qui arrivent, on en a déjà fait quelques-unes. Par contre, l'Angleterre et l'Europe, c'est dans les travaux, on va dire. C'est dans le juridique depuis des années maintenant, mais ça met le temps que ça met. Ok. C'est impressionnant tout ce que tu as réussi à bâtir avec ton frère en 5 ans. Merci.
Et là où on est fier, c'est de voir que quand on a démarré, il n'y avait que des geeks, comme je l'ai dit, principalement des hommes, principalement entre 35 à 55 ans, 30 ans, on va dire jusqu'à 55 ans. Aujourd'hui, on a un nombre croissant de femmes qui investissent dans les real tokens. Et ça démontre qu'il y a une prise de conscience de l'investissement chez la femme qui est naissante, et c'est un mouvement qui, je pense, va exploser. Les femmes investissent différemment des hommes. C'est pas que j'essaye de faire des trucs, c'est que c'est comme ça. Les femmes sont beaucoup plus, ont moins goût du risque généralement, et elles ont une philosophie d'investissement que certains experts arrivent à mieux identifier que moi. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'on n'a pas simplement 2 ou 3% de femmes qui arrivent, non, on en a 20% presque. Wow. C'est pas anodin, exactement, c'est pas un mouvement anodin. C'est un vrai mouvement qui se passe et c'est quelque chose dont on est très content. Et ça démontre que la démocratisation de l'investissement immobilier est important. C'est surprenant comme statistique. Non, c'est fou comme statistique. Et on en est persuadé avec Lupo, c'est que les femmes arrivent de plus en plus dans l'écosystème Web3. On en est super heureux, on en est fiers. Et bravo à vous, mesdames, de pouvoir être de plus en plus dans l'écosystème. Et ça se représente, par exemple, par Jean-Marc et Realty qui voit un nombre considérable d'investisseurs et de clients qui rentrent chez Realty. Donc, félicitations. Alors, il y a plein de sujets que tu as traités. Jean-Marc, franchement, c'est une machine. Ça fait 1h05 que le podcast a commencé. On n'a même pas eu le temps de parler avec Lupo. On n'a même pas eu le temps de poser une question. Tu as débuté, c'est incroyable. Félicitations, bravo pour ton expertise et tout. Merci. Il y a plein de questions du coup qui nous viennent. La première, c'est, tu t'es lancé avec ton frère. Première question, c'est pas trop difficile de travailler avec son frère. Est-ce que on est plus en confiance parce qu'on est sur une phase de relationnel et on se dit c'est cool, travailler avec mon frère, je peux y aller les yeux fermés. Est-ce que c'est challengeant aussi? Comment ça se passe de travailler en permanence avec son frère comme ça? Alors, mon frère, c'est mon frère. Je ne l'ai pas choisi comme étant mon frère. Par contre, j'ai choisi comme associé. L'avantage de mon frère, c'est que oui, c'est mon frère, je le connais très bien. L'avantage aussi, c'est que je connais très bien ses défauts. Je sais ce dans quoi il n'est pas bon et je sais dans quoi il excelle. Et là, on s'est retrouvés. Pourquoi est-ce qu'on est associés depuis maintenant plusieurs décennies, donc on ne va pas aller dedans. Mais c'est que justement là où je suis moins nul, lui, il excelle et lui, et inversement. Donc, on est vraiment complémentaires dans nos talents. Ce qu'il aime faire, moi, j'aime pas du tout. Et moi, quand j'aime faire un peu d'administratif et j'aime aller jusqu'au fond des choses, etc., lui, il est plus dans le deal making, le relationnel, la négociation, etc. Donc, on s'est vraiment trouvé, on a cet équilibre qu'on a nourri pendant des années de travail ensemble. Et après, je n'imagine pas, moi, travailler autrement maintenant. Est-ce que ça crée des conflits par moment parce qu'on se connaît bien et on s'est appuyé sur les boutons de chacun? Absolument. Absolument. Et on est expert en la matière aussi. C'est vrai. Mais bon, on le survit. Non, c'est sûr, c'est fou. Et aujourd'hui, ça représente quoi Realty en termes de produits tokenisés? Vous avez un chiffre en termes d'immobilier qui a déjà été tokenisé et peut-être même en valeur totale? Oui, en valeur, on a à peu près 100 millions de dollars qui ont été tokenisés, mais là, on rentre dans une phase de croissance agressive parce qu'on a mis en place certains jalons importants justement et juridiques aussi. Donc, on va pouvoir avoir cette accélération agressive dont on parle qui met du temps à construire, mais quand on atteint une certaine taille, ça se multiplie après. C'est géométrique, ça grandit de plus en plus facilement. Donc là, on atteint les 100 millions, on a 16 000 et quelques token holders dans 154 pays. On a plusieurs protocoles qui tournent, le RMM, le YAM, la maison de réinvestissement donc qui permet de composer les revenus. On a une équipe tech un peu partout. Alors l'assurance, on voulait le faire, mais on attend les agréments, on attend les choses, c'est long et c'est incertain. Je pense qu'on ne pourra l'avoir que si on fait une association avec des gens déjà dans l'industrie. C'est ce qu'on soupçonne. Mais bon, on explore encore, on aimerait le faire. La tech, notre POC est prêt, la tech est prête à être développée. Donc, oui, donc on a une belle taille. On cherche vraiment. Et maintenant, on touche toute tranche d'âge, toutes. Même les plus âgés, même les plus jeunes. C'est-à-dire à partir de 19 ans. On en a qui sont jeunes, qui ont 19 ans.
Et puis ils investissent, alors c'est des étudiants souvent, ils investissent $50 par mois, ils investissent. Génial. Mais c'est génial. S'ils continuent à ce rythme et ils accélèrent quand ils peuvent et quand ils se mettent à travailler, ils auront 30 ans, ils se surprendront eux-mêmes de la taille de leur portefeuille qu'ils auront mis de côté sans le sentir. Sans le sentir, ils auront mis de côté. Wow, c'est à moi ça? Ce sera comme ça. C'est fou. Et au jour d'aujourd'hui, vous investissez, donc à la base, donc tu disais que c'était surtout de l'immobilier, enfin des maisons, du résidentiel. Est-ce que maintenant vous faites aussi du professionnel comme, je sais pas, de l'hôtellerie, de l'industrie, des centres commerciaux, ou pour l'instant c'est focus à fond sur l'immobilier résidentiel? Alors, notre expertise à Rémi et moi, c'est le résidentiel. C'est ce qu'on connaît le mieux. Donc, c'est ce qu'on fait. Là, on va amener des experts dans Realty, des associés ou des gens qui vont venir, qui sont experts dans leur domaine, dans l'hôtellerie, dans les resorts de luxe, dans le court terme, dans les bureaux. Parce que les bureaux, ça va super mal. Ça va super mal, les bureaux, c'est vrai. Mais donc, c'est pour ça qu'on regarde. Nous, on pense qu'il y aura une mutation profonde et définitive de l'utilisation des bureaux, mais moi, du moins, je ne crois pas du tout que les gens vont être en télétravail toute leur vie constamment à 100%. Je ne crois pas. Je crois qu'il y a un retour au bureau qui s'impose. Peut-être qu'il ne sera pas aussi intense et omniprésent, mais il va être là. Les gens vont retourner au bureau, les sociétés ont besoin de travailler ensemble et la collaboration par écran interposé, ça demande un certain tempérament. Il y en a qui arrivent très bien, il y en a qui n'y arrivent pas du tout. Tandis que quand on est ensemble dans un bureau, les idées coulent plus facilement. Et surtout, on est moins bloqué sur un problème. Quand on est seul devant son écran, on se dit, bon, il faut que je résolve ça. Si on n'a pas le réflexe, parce qu'on est seul dans son bureau ou en télétravail, de faire appel aux autres personnes de la société, on peut être bloqué dessus 2 heures, 3 heures, une journée. Tandis que quand on est dans un bureau, on est là, oh, mince, comment est-ce que je fais ça déjà? Et d'un coup, il y a un collègue qui dit, ah ben ça, tu le résous comme ça, et puis voilà, c'est fini, on a passé même pas 30 secondes, on ne sait même pas que c'est un problème. Ben ça, on le perd. On le perd en télétravail. Donc moi, je suis d'un certain âge, j'ai vu l'avantage du télétravail et je connais l'avantage aussi de la centralisation. Donc, je pense que le bureau est un bon investissement avec une certaine recherche et certains critères à placer. Je ne les maîtrise pas à 100%. Donc, je vais chercher des experts. Mais oui, on cherche à se diversifier dans l'immobilier et dans d'autres choses que l'immobilier. Bah oui, c'est ce que tu disais avant. Ça va être quoi? Ça va être l'art? C'est quoi ton objectif après l'immobilier? Alors, beaucoup de gens tokenisent l'art, ils tokenisent des collectibles, ils tokenisent des voitures de collection, ils font un peu on regarde chez Realty un peu à tout. On aime beaucoup aussi le non-coté, le private equity, des choses comme ça qui, à notre avis, sont très bien placées pour être tokenisées. Très bien placées. Et on espère que d'ici fin 2024, début 2025, on pourra proposer une gamme de biens autres que l'immobilier qui sera riche et intéressante pour tous et toutes. Pour toutes et tous. Toutes et tous. Ok. Alors oui, j'ai répondu à toutes tes questions parce que j'avais une trame et on m'a dit raconte ton histoire. Par contre, je dois vous dire un truc, c'est que j'ai parlé 1h05, je vous assure que je peux parler 48 heures d'affilée sur la tokenisation. Donc, si vous avez des questions, allez-y, n'hésitez pas, je suis heureux de pouvoir partager tout ce que je sais. Ah non, mais c'est incroyable. Et en plus, on sent que tu ne te retiens pas et que tu fais ça avec le cœur. Parce que souvent, les gens qui connaissent des choses, ils les gardent pour eux. Ils disent, non, moi, j'ai la recette du Coca-Cola. C'est ma recette de Coca-Cola, je la donne à personne. Et toi, tu ne vas pas dans les top secrets de Realty et c'est normal parce que c'est confidentiel. Par contre, tu as tout expliqué de A à Z. Comment tu l'as conçu avec Rémi, comment tu as décidé d'y aller, pourquoi tu y allais, quels sont vos focus actuels, mais quels sont vos focus futurs. Enfin, en fait, tu n'as pas de frein. Tu dis tout ce que tu peux dire, c'est génial. Vous savez, moi, j'ai toujours cru que quand on a une bougie, et la lumière de la bougie qui est allumée, si on donne la flamme à une autre personne et on allume sa bougie, on n'enlève pas la sienne. On a toujours sa lumière.
Donc, franchement, la partager, moi, c'est avec bonheur que je le fais. Et l'écosystème a besoin de bien comprendre que la tokenisation, ce n'est pas les scandales qu'il y a pu avoir l'année dernière, etc. C'est vraiment le futur de l'investissement et c'est le futur de la finance traditionnelle, comme l'email était le futur de la communication, du fax et de tout ce qu'on veut. Personne n'utilise un fax aujourd'hui. Voilà. T'as bien raison. Moi, j'ai une question par rapport à l'immobilier. Bon, j'en ai plein, mais prenons la première question. La gestion de tout le parc immobilier, au début, vous le faisiez avec ces 18 000 unités à Montréal, vous le faisiez vous-même. Est-ce que maintenant, en mode realty, vous le faites aussi encore vous-même ou vous déléguez cette partie-là? Alors, on a fait pendant longtemps la gestion immobilière. Quand on a créé Realty, on ne voulait plus le faire. Ouais. Ça, c'était pas du tout vacciné, plus vieux, et surtout, on savait qu'on allait être occupé avec la tech. Et on n'avait pas prévu d'être aussi occupé avec les lois des valeurs mobilières. Ça, on n'avait pas prévu. On pensait que l'avocat, on le voit une fois, ça y est, tout est fait, merci. Bon, on n'avait pas prévu les étapes suivantes. Mais on savait qu'on serait occupé et on voulait se concentrer sur la tech et sur choisir l'immobilier. Donc, d'entrée de jeu, dès le jour 1, nous avons pris des gestionnaires de propriétés professionnels et locaux. Et souvent, quand on a grandi, on en prend 2 ou 3 par ville pour s'assurer qu'il y en a toujours, on les met en compétition. Et si jamais il y en a un qui fait des bêtises, on peut toujours changer. Donc, on a tout de suite pris des gestionnaires de propriétés locaux professionnels, donc tout de suite. Et nous, on fait ce qu'on appelle le asset management, c'est-à-dire qu'on gère les gestionnaires de propriété. On lit les rapports. Comme on vient du métier, on sait aussi quelles questions demander. S'il n'y a pas un truc, pourquoi est-ce que d'un coup, la buanderie a rapporté si peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une machine qui a cassé ou quoi? Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a un changement là? Ne me dis pas qu'il y a eu que pour rénover cette unité, il a fallu autant de peinture. On connaît le coût par litre, on connaît la taille de l'unité. Bon, au bout d'un moment, il y a des règles dans l'immobilier, des ratios qui s'appliquent, qu'on connaît tous, qui sont remarquablement précises et justes et qu'on sait lire. C'est un métier, point. Donc, on fait du asset management. Là où on a été un peu surpris, enfin, on a eu un peu de mal, c'est dans la quantité de closing qu'on fait. Closing, c'est l'acte authentique. C'est-à-dire, il faut préparer les documents, il faut faire les trucs, il faut faire le machin, on va chez le notaire. Alors, aux États-Unis, il n'y a pas vraiment besoin d'un notaire, c'est ce qu'on appelle un title agent. On va devant le title agent, on signe, tous les documents sont là, merci, au revoir. Ben ouais, mais quand on en fait 350 dans une année de 360 jours, ça fait beaucoup de closing, beaucoup de documents. Que la propriété soit grande ou qu'elle soit petite, il y a toujours un certain nombre de documents minimum à avoir, ça implique beaucoup de travail. Et d'un coup, une personne, ça ne suffit pas pour faire tout ça. Et donc, c'est là où il faut embaucher plus de monde et des gens qui ont certaines compétences, etc., etc. Parce qu'effectivement, on fait des propriétés. Les propriétés sont individualisées. Ça a plein d'avantages, surtout pour l'investisseur. Ça a plein de désavantages, point de vue répétition des coûts administratifs. Chaque société est indépendante. Chaque société a son filing à faire. Chaque société a ses frais d'incorporation. Chaque société a son administration. Ça se réplique. Et c'est quelque chose qui est appelé à évoluer. Ça doit évoluer parce que c'est juste trop intense, point de vue coût, point de vue main-d'œuvre, c'est trop intense. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on va travailler, que l'on va évoluer dans les mois à venir. Alors, quelle solution on a? Pour l'instant, il y en a plein à l'étude. Ok. Et donc, du coup, Realty, vous êtes focus security token. Donc, vous n'êtes pas dans l'utility token, c'est que du security. On n'a fait que du security token depuis jour 1. On va avoir notre token de gouvernance, le REG, qui est imminent, qu'on peut annoncer dans quelques heures ou jours, qui va être évolutif. Ça fait 5 ans maintenant. On l'a annoncé il y a 3 ans. Donc maintenant, il est temps, quoi. Ça va, ça y est. C'est devenu la blague. Et quand est-ce qu'il arrive? Bientôt, soon. D'ailleurs, on l'appelle le token soon. Parce que, bon, voilà, maintenant, il arrive vraiment. Il va être évolutif. Donc, au début, ça ne sera pas la Mona Lisa parfaite, la Joconde, excusez-moi, ce ne sera pas la Joconde parfaite, truc. Mais il y aura des fonctionnalités de base.
mais ce sera un seul token. Ça sera le token de gouvernance d'autorité, ce sera un utility token, point. Le reste, ce sont des security tokens, donc des valeurs mobilières. Oui. Donc, à chaque fois, tu recrées une LLC par produit. Alors, au début, on a fait des LLC. Quand on a été vers l'internationalisation, il a fallu changer la structure juridique. Donc, on a évolué vers des SA. Bon, tout ça, ça a été c'est le travail justement d'avocat et de réglementation. Par exemple, les LLC, c'est bien sympa, mais les SARL, elles ont des fonctions fantastiques et c'est des outils d'une puissance et d'une flexibilité incroyable à l'intérieur du pays. Dès qu'il s'agit d'investisseurs étrangers, etc., c'est plus du tout la même chose. Et il y a des lois qui empêchent justement des SARL ou des LLC d'être distribués dans certains pays. Donc, à un certain niveau. Donc, on a dû changer de structure juridique et ça aussi, c'est un travail de chaque foulée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une innovation, quelque chose de nouveau que l'on veut faire, on doit adapter notre structure juridique. Ok. Et vous tokenisez dans le but d'un achat ou vous achetez et après vous tokenisez? Dans quel ordre vous fonctionnez? Voilà. Vous fonctionnez Alors, via au tout de la début, levée ou bien... voilà. Alors, au tout début, on achetait d'abord parce qu'on ne savait pas si on allait vendre ou pas, on ne savait pas. Donc, on achetait d'abord. On avait notre bien qu'on avait stabilisé ou pas. Le premier, on l'avait stabilisé, on l'avait rénové. Le truc, il était fin prêt et on l'a tokenisé. Et on a fait ce modèle pendant quelques temps. Les maisons partaient vite. Hein. On parle d'une maison de 100 000 $, elle partait en 45 secondes, 1 minute 30, quelque chose comme ça. J'ai vu des trucs passer. Voilà, ça allait très, très vite pendant certains moments. Donc, on s'est dit, c'est plus la peine d'acheter en avance. Ce qu'on fait, c'est qu'on met une offre d'achat. Alors, la façon dont les offres d'achat, les étapes d'offre d'achat et de passer à l'acquisition sont un peu différentes aux États-Unis d'autres pays, comme chacun a ses propres, même si en général c'est la même chose, chacun a ses propres spécificités. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait une offre d'achat. Donc, on bloque l'achat. On a une option d'achat, en fait. On met un petit dépôt, mais qui est remboursable pendant un certain temps. On fait notre due diligence. Donc là, on investit de l'argent. Si jamais ça ne se fait pas, on voit que l'immeuble n'est pas bon, on reprend notre dépôt. On a perdu le temps et l'investissement dans la due diligence, mais ça ne se fait pas. Si jamais ça se fait, on voit que la propriété est bien, elle correspond à un non-bien. Le dépôt, à ce moment-là, on dit très bien, on va prendre la maison. Donc, le closing est dans 1 mois ou dans 2 mois. Le dépôt devient non remboursable, mais à ce moment, on tokenise. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on crée la société, on capitalise la société en vendant les tokens, et en ayant capitalisé la société, eh bien, on a l'argent pour aller acheter le bien devant le title agent. Voilà, aussi simple que ça. Ok, c'est clair. Je pense que, et ça, on pourrait presque faire un podcast que pour ça, mais vous avez dû être confronté à énormément de choses. Vous avez dû débroussailler un marché qui n'existait pas. Donc, vous êtes arrivé, on vous a mis à l'entrée d'une forêt et on vous a dit, ou d'une jungle, parce que ça ressemble presque à une jungle tellement que l'écosystème est énorme. Et on vous a dit, bon, voilà, maintenant, il faut faire un chemin tout droit ou un peu tordu, c'est vous qui voyez, mais en gros, il faut aller de l'autre côté. Et vous avez dû débroussailler. Alors, pour ceux qui arrivent derrière vous, on va dire que c'est facile parce qu'ils peuvent s'inspirer, peu importe les pays, ils peuvent s'inspirer. Mais vous êtes là, vous avez débroussaillé, vous avez galéré, payé des avocats, des fois des avocats qui ne devaient pas être bons, d'autres qui ne connaissaient pas, d'autres qui ne comprenaient pas. On recommence, puis après on va aller voir les régulateurs, ils se disent mais c'est qui Jean-Marc avec son realty, il est rigolo, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Et puis après j'imagine ça devait être un truc à toute épreuve, en plus face à des gens qui, pour la plupart, à l'époque, je pense en 2019 encore, prenaient ça pour un scam, hein, parce que déjà encore aujourd'hui c'est le cas, mais vous devez se dire, mais c'est un scam géant ce truc, c'est un Ponzi, c'est pas possible. Et c'était vraiment, vous deviez être des explorateurs pour aller trouver ces options et aller trouver des solutions à tous les problèmes en permanence. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de problèmes qu'avant. Alors, on va pas se mentir, celui qui se lance aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a des gens comme Realty qui sont venus, qui ont tout débroussaillé. Et l'avantage aussi, c'est qu'aujourd'hui, ils savent d'entrée de jeu ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et oui, tant que nous, on ne savait pas, on a dû vraiment le découvrir. Hein. Exactement. Non, il ne faut pas aller par là. C'est un sens unique. Point. Ou alors, c'est une dead end. Point. Vous rentrez là-dedans, il n'y a pas de chemin. Nous, on a, comme Rémi dit, on n'a pas fait le chemin. Rémi dit, on a payé le chemin. On a vraiment investi dedans. On voit ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qui est plus facile et rentable. Et surtout, on comprend mieux les étapes.
du Ouais, bien sûr. business. Et ça, Ah, ça vaut de l'or. Donc, quand on démarre, on peut démarrer plus rapidement. Bon, d'un autre côté, c'est vrai que même si la régulation est beaucoup plus claire, donc les avocats aussi s'y connaissent mieux. bah oui, c'est C'est sûr. important. Parce que moi, j'ai des avocats qui m'ont dit, bon, bah, il faut faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Je le fais. Et le régulateur qui me dit, c'est quoi ce bordel? Ça m'est arrivé, ça aussi. Ah, oui. Je vous assure. Ah, On est bien là, sûr. bon, bah, écoutez, monsieur le régulateur, qu'est-ce que vous voulez? Voici, nous, ce qu'on désire faire. On désire le faire comme il le faut. On est des valeurs mobilières, c'est certain. Est-ce que c'est possible ou pas? Si c'est pas possible, voilà. Si c'est possible, comment est-ce qu'on fait? Et on le fait. Bon, puis généralement, il y a une négociation, il y a un temps, il y a une adaptation. Et on va dire que le régulateur est en général compréhensif dans certaines limites, ce qui est normal, hein, il fait son métier. Il est dans une situation difficile aussi. Être régulateur aujourd'hui, se réveiller le matin et se dire je dois gérer blockchain, qui quand même change le paradigme complet du dépositaire traditionnel, du truc, etc., c'est quand même un calvaire. Voilà. Et après, il y a FTX, il y a les Voyager, il y a voilà, Celsius et tout ce qu'on veut. Bon, bah, ça effraie. Moi, je comprends très bien. Ah, c'est sûr, hein, ça doit. Bah, justement, on a fait un podcast il n'y a pas très longtemps avec Anne, qui était directrice juridique de l'AMF pendant justement l'arrivée de la blockchain à l'AMF. Elle est restée là-bas 8 ans. Et elle nous a expliqué tout le processus en voyant cette technologie arriver, se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et de mettre en place le PSAN et tout ce qui va avec. Enfin, voilà, c'est fou, mais elle nous a expliqué tout l'envers de ton décor. Et c'était aussi très, très intéressant à écouter. Et d'ailleurs, je te le recommande, le podcast, si tu as l'occasion d'écouter. Il est juste incroyable. Anne Maréchal a amené beaucoup à l'écosystème européen, pas que français, Tellement. à l'écosystème Tellement. européen de la blockchain. Quelque part, Tellement. le régime pilote dont j'ai touché mot il y a quelque temps, elle est aussi derrière. Hein. Elle est aux prémices du DLT, ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Donc, Et là, actuellement, vous avez quoi comme immobilier en Europe? Parce que tu as dit que maintenant, vous attaquez le marché européen. Vous avez déjà des produits, vous attendez les agréments? On attend d'avoir ce qu'il faut avec le régulateur. On a plein de cibles, on n'a absolument aucun achat de fait. On en a, il y a des gens qui nous attendent, qui sont très sympas. Ils nous disent on adore l'idée, on va garder le truc, on est prêt à partir si besoin. On ne fait rien tant qu'on n'a pas justement les agréments qu'il faut, régime pilote ou autre. On fait des associations, on en a parlé avec, on a fait l'association avec TFC, WICID, etc. Mais les partenariats, parce qu'on veut aller de l'avant. Et il y a des étapes à respecter. Mais donc aujourd'hui, pour l'instant, ce n'est pas prêt. On attend que le travail avec les régulateurs européens et du Commonwealth, donc UK et autres, avance. Ok, d'accord. Ouais, c'est pareil. Ils avancent bien, mais ça met le temps que ça met. C'est pareil au début de la jungle et ça y est, t'es reparti avec ton sabre, aller couper les branches. Avec la hachette, c'est exactement ça. Avec la hachette, waouh. En fait, c'est intéressant parce que vous voyez, au début du régime pilote, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu tant de soumission que ça. Pourquoi? Parce que le réflexe des gens, c'est de dire pourquoi est-ce que je vais aller moi en premier? Qu'ils y aillent, qu'ils débroussent le chemin, qu'ils le payent. Exactement. Après, moi, je vais 1 an après, je vais beaucoup plus vite. Alors oui, ils auront 3 mois d'avance, mais ils n'auront pas 1 an d'avance. Ouais, c'est sûr. Parce que moi, j'irai plus vite fort de leur expérience. Toi, et en plus, le régulateur aussi apprend. Ils vont travailler 3 mois pour la même chose. C'est exactement ça. Et toi, ça va te coûter 1 million, puis eux, ça leur coûtait 100 000 euros, puis encore. C'est exactement ça, le raisonnement de beaucoup, absolument. Donc, ils disent, pourquoi me lancer dedans? Autant être patient. Il faut savoir quand bouger son pion aussi. Bon, après, il y a les entrepreneurs qui sont un peu plus casse-cou, qui sont un peu plus trucs, ou qui y croient avec passion, et qui disent, non, il faut y aller, c'est tout. Et moi, aujourd'hui, je me situe entre les deux. D'accord, je comprends. Et sur la partie réglementation, on ne va pas faire un podcast 100% régulation, mais donc on sait qu'en Europe, le marché secondaire, il n'est pas régulé, il est même interdit. Actuellement, par contre, aux États-Unis, c'est possible. Dans certaines restrictions et contraintes. C'est-à-dire que c'est pas sauvage. Ouais. Ça ne l'est pas. Il y a des conditions à respecter, il y a des choses à mettre dans son contrat, il y a des limites à ne pas franchir, il y a de la technologie à ne pas développer, parce qu'on pourrait avoir un marché secondaire hyper performant,
mais il y a certaines choses qui sont interdites. Point. Le match bargain engine, etc. Alors là, on rentre dans une autre catégorie d'agrément. Et donc, on doit limiter certains outils volontairement pour rester dans les clous. Mais ça, bon, c'est l'expérience, c'est le travail. C'est justement ce dialogue avec le régulateur qui permet de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et quand on va voir le régulateur en amont en disant « voici ce que j'ai fait, voici ce que j'aimerais faire, etc. Est-ce que c'est possible ou pas ?» il regarde d'un meilleur œil que la personne qui dit simplement moi j'ai fait ci et voilà. Et de toute façon, j'ai un utility token, donc ça ne vous regarde pas. On va voir ça. Ça, c'est à moi de décider si ça me regarde ou pas, quoi. C'est fou ça. Et donc, du coup, on a parlé rapidement de ton incursion, on va dire, au monde de la tokenisation et de la blockchain. Mais en gros, c'est venu sur le fait qu'il y avait l'or. Tu voulais donc mettre en gros, faire de l'or 2.0. Ouais. Tu as eu l'introduction sur la blockchain. Félicitations à toi. Tu as fait aussi la maison du Bitcoin à Montréal avec ton frère. Vous deviez être les premiers à l'époque. Franchement, encore. C'était la première ambassade du Bitcoin au monde. La première, absolument. Ah, dans le monde en plus. Il y en a eu 19 dans le monde. Dans le monde, c'est l'ambassade Bitcoin à Montréal. Vous pouvez vérifier en 2013. Et la première ambassade Bitcoin, maison du Bitcoin, peu importe comment on appelle ça, au monde. On était les premiers. Bah, bravo, la presse se posait des questions. Bah ouais, non, mais c'est clair. Bon, je pense que du coup, tu as l'habitude d'être un peu. On reprend encore l'exemple de la personne au début de sa jungle avec sa hachette, mais je pense que c'est l'histoire de ta vie. Hein. Avec ton frère, c'est l'histoire de votre vie tous les deux. Alors, il faut imaginer un peu la scène parce qu'il y a quand même des choses un peu drôles. Comme vous le savez, on l'a dit, je viens du monde immobilier. Quelque part dans le monde immobilier, le banquier nous aime beaucoup. Bonjour, monsieur Jacobson, comment allez-vous? Venez, entrez dans le bureau, on allons déjeuner, etc. Un jour, je reste quand même en très bon contact avec mon banquier, même si j'ai vendu le portefeuille immobilier. Et un jour, il apprend que Jean-Marc et Rémi, ils créent l'ambassade Bitcoin. Il faut se remettre en 2013. Le Bitcoin, c'était quoi? Les gens aujourd'hui qui encensent la blockchain et la tokenisation, etc., disaient exactement l'inverse, les mêmes personnes disaient exactement l'inverse sur la blockchain, le Bitcoin, etc., que ce n'est qu'une mesure du blanchiment d'argent dans le monde, que cette technologie n'est utilisée que par les escrocs, etc. Donc d'un coup, je passe d'une personne qui vient de l'immobilier, qui est respectée par son banquier, qui est dans les clous, comment dire, qui crée l'ambassade Bitcoin. Et je peux vous dire que j'ai un banquier. J'arrivais non seulement il prenait pas mes appels, j'arrivais même pas à franchir le bureau de la secrétaire. Donc ça fait un choc. Ça fait un choc. On est là, mais dans quoi est-ce que je me suis lancé? Dans quoi? Attends, je suis pas tout jeune. J'ai 30 ans d'immobilier derrière moi et d'un coup, voilà, mon banquier me parle même plus. C'était un banquier, mais bon, non, mais ça c'est arrivé. Hein. Ça c'est véridique. Ouais, parce qu'il s'est dit, ça y est, Jean-Marc est parti dans un truc scam, Jean-Marc est parti dans un autre monde, on va être obligé de se protéger en limite en lui disant, Monsieur Jacobson, merci beaucoup pour tous vos services, pour ces années, la partie immobilière, mais là, vous n'êtes plus dans la bonne direction, donc on vous banne, quoi. Et moi, j'ai un ami qui travaille dans une grande banque d'investissement à New York, et il m'a dit, Jean-Marc, je t'aime beaucoup, mais tant que tu es dans cette industrie, ne m'appelle pas. Et maintenant? Ah, maintenant, c'est autre chose. Mais maintenant, c'est moi qui suis très occupé. Maintenant, il a changé d'avis. Les choses ont changé, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était mal vu. Hein. C'est vrai, il faut s'en souvenir. C'est il n'y a pas si longtemps, vous l'avez vécu aussi. Voilà. Donc, tout ça, on l'a vécu, on a débroussaillé, on a été à la hachette, on faisait, à l'ambassade Bitcoin, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des meet-up où notre but était, alors c'était ça, tous les bitcoiners et blockchainistes étaient bienvenus gratuitement dans l'ambassade, ils avaient des bureaux, ils avaient Internet, etc. Ils pouvaient travailler, mais leur contribution, c'était de donner 1 heure de cours par jour aux gens qui étaient curieux et qui rentraient dans l'ambassade pour savoir ce qu'on fait. On essayait d'attirer du monde. Et une fois par semaine, on faisait des conférences, des meet-ups où on voulait inviter les régulateurs, les administrations, les institutions, etc. pour expliquer. Alors au début, c'était pas très… c'était surtout des curieux et des jeunes qui arrivaient, mais après, avec le temps, mine de rien, on a commencé à avoir une certaine présence, oui. Ça a dû prendre du temps, ça ne devait pas être facile, mais… Mais c'était de très bonnes années.
C'était de très bonnes années. On a rencontré des gens incroyablement intéressants, des gens incroyablement doués et talentueux, des gens qui n'avaient pas froid aux yeux aussi, des gens un peu bizarres, je ne le cache pas aussi, des gens qui étaient c'était un peu lunaire leur façon de voir le monde, mais c'est enrichissant. C'est enrichissant de voir des gens Ouais, tellement différents de qui on est ou de notre vision du monde. Donc, c'était des années, franchement, pour nous, innovatrices et enrichissantes. C'est le bon mot, je pense. C'était super. Et là, dans la tokenisation, moi, ce que j'aime maintenant, c'est quand je parle de tokenisation, j'ai la Refink derrière moi. Hein. Donc, c'est du lourd. Là, ça y est, c'est BlackRock. Là, ça y est. Je fais sérieux maintenant. C'est cool. Avant, tu faisais scam et maintenant, tu fais visionnaire. Exactement. Aujourd'hui, on fait donc du coup les 5 ans de Realty. Bravo, oui. Bravo encore à toi et à ton frère. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cet anniversaire pour les 5 prochaines années de Realty? Comment tu vois Realty dans 5 ans? Dans 5 ans, on se refait un podcast, Jean-Marc, et quel sera Realty dans 5 ans? Ce que je vois, ce vers quoi on œuvre et ce qu'on espère pouvoir accomplir, c'est vraiment avoir des tokens, des émissions de tokens qui viennent de beaucoup de pays différents, avec un marché secondaire puissant point de vue technologique et puissant point de vue utilisation internationale, complètement internationalisé, où une personne au Vietnam pourra acheter de l'immobilier au Canada ou emprunter un token au Canada pour acheter de l'immobilier américain et le revendre sur une plateforme internationale. De faire en sorte que cette internationalisation soit bien documentée, que le reporting soit automatisé pour pouvoir faire en sorte que la régulation et la compliance soit cool de source et soit reconnue, que la blockchain soit reconnue comme vraiment le registre de base. J'aimerais aussi pouvoir faire dire qu'on ne fait pas que de l'immobilier, qu'on fait beaucoup, beaucoup d'autres types d'actifs et que ce ne soit pas que les gros institutionnels qui le fassent, mais qu'on retrouve beaucoup même d'investisseurs immobiliers de taille moyenne qui aient accès à cette technologie de la tokenisation. Que ce soit réellement, que ça respecte quand même cette vision de la démocratisation et de la décentralisation, que ce ne soit pas fermé à une classe d'institutionnels qui ont, il faut le dire, hein, les institutionnels, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont tout le back-office pour la compliance, pour le reporting, pour la compta, pour les trucs, ils ont ça déjà. Donc, c'est un avantage immense et pour le régulateur et pour l'investisseur. C'est une sécurité d'avoir tout ça, c'est important. Pourtant, je pense qu'avec la blockchain, on devrait pouvoir obtenir le même résultat de sécurité avec moins de poids, de coûts, et donc que ce soit accessible à un entrepreneur de taille plus modeste. Ouais. Voilà. Et ça, j'aimerais que Realty ouvre la voie à tout ça. Donc en gros, comme une bourse, mais pas forcément 100% avec des institutionnels et beaucoup plus de retail, avec des produits qui ne sont pas des produits cotés, qui sont des produits non cotés, qui ne veut pas dire forcément non régulés, mais non cotés, et tout un marché qui va avec. Et c'est ce sur quoi Realty part, et c'est ce qu'on vous souhaite pour les 5 prochaines années. En tout cas. Merci. Merci beaucoup. Écoute, Jean-Marc, franchement, je pense qu'on pourrait faire un podcast de 5 heures ensemble. Je te sens chaud. Mais on doit mettre une fin à ce podcast. Malheureusement, je pense qu'on va en refaire un ensemble. C'était vraiment avec plaisir. Incroyable. C'est un énorme plaisir de t'avoir, un honneur, comme disait Lupo en introduction. On a pris beaucoup d'informations, beaucoup de valeurs. Merci vraiment pour ça. Je pense que toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, et je précise encore, aujourd'hui, le podcast va sortir, c'est les 5 ans de Realty. Donc, vraiment, bon anniversaire à vous. Et que du bonheur pour les 5 années qui se sont passées et les 5 prochaines. Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour concrétiser? Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu veux revenir? Il y a une petite phrase que tu veux Ce que j'aimerais dire, c'est que l'immobilier se construit dans le temps. Commencez jeune, commencez tôt. Et ne soyez pas découragés s'il y a des moments creux ou des moments plus difficiles que d'autres. Continuez à investir à votre rythme. C'est ça que permet la tokenisation. Mais mettez le pied à l'étrier, c'est 50 €, $50. Essayez. Et ça ne vous plaît pas, vous bifurquerez, c'est liquide. Mais
essayez et persévérez et vous serez surpris dans le temps de ce que ça peut faire. Voilà, essayez. Très beau mot de la fin. Très, très beau mot de la fin, Jean-Marc. Effectivement, faut essayer. Si on ne se lance pas, on ne peut pas juger. Il faut essayer, il faut se lancer. Puis il y a très peu de risques de pas prendre du plaisir avec Realty. En tout cas, quand vous voyez comment Jean-Marc vit sa société, et je sais que Rémi, c'est la même chose, on ne peut que prendre du plaisir avec Realty. Donc, bravo Jean-Marc, bravo à Realty. Merci Jean, merci Lupo. Merci à tous de m'avoir écouté tout ce temps-là. C'était vraiment trop plaisant. Avec plaisir. À très vite, Jean-Marc. À très vite, merci. Avant de nous quitter, un rappel essentiel pour celles et ceux d'entre vous qui envisagent de franchir le pas vers la digitalisation de leurs actifs. Que vous soyez à la tête d'une entreprise innovante, propriétaire d'un bien immobilier ou tout autre actif à la vente, nous sommes ici pour vous accompagner dans la tokenisation de ce dernier grâce à notre technologie et notre expérience. Rendez-vous sur le lien dans la description de ce podcast pour découvrir comment nous pouvons transformer votre vision en réalité. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast autour de vous si vous avez apprécié notre contenu. Restez à l'écoute pour plus d'épisodes de Token Talkers où nous continuerons à explorer le Web 3.0. À très vite.